S'il vous plaît, ne passez pas à côté de ce film juste parce que vous avez récemment vu La Nonne ou Immaculée. La malédiction, l'origine. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. La malédiction, l'origine est l'histoire d'une jeune américaine qui arrive dans un couvent à Rome afin de commencer une nouvelle vie. Ce couvent cachera des secrets qu'elle voudra révéler au monde entier. Alors oui, je sais, dit comme ça, on dirait genre La Nonne, on dirait genre Immaculée, mais s'il vous plaît, oubliez ça quoi. Déjà que La Nonne, c'est une saga de merde, je suis désolé, je le dis, hein. Immaculée, c'était sympa, j'avoue, j'en ai fait une vidéo récemment, c'était sympathique. Oubliez tout ça. Là, on est face au film de couvent ultime depuis très longtemps, en tout cas dans le cinéma américain. Franchement, passer à côté de ce film juste parce que vous avez vu les deux là qui y ressemblent et qui sont dans le même contexte, ça serait une stupidité rare. Et en plus, c'est triste parce que le film a genre zéro marketing, mais que fait Disney? Parce que oui, c'est la Fox, mais du coup, c'est Disney. Que fait Disney? Le fait que ce soit un préquel à une trilogie de films relativement connue ne suffit pas. La nouvelle génération connaît pas la malédiction. La preuve, moi, je n'avais pas vu le premier. Je l'ai vu ce week-end pour préparer la critique de ce film. La Malédiction, ou The Omen, comme ça s'appelle en version originale, est un film des années 70, l'un des films qui a révélé Richard Donner à l'époque, qui est devenu assez culte et qui est bien pour le coup, je l'ai vu ce week-end, c'est vraiment cool. Alors oui, c'est années 70 et ça a pas toujours très bien vieilli, mais c'est un bon film d'horreur avec vraiment une mise en scène assez travaillée et bien foutue. Et du coup, ce film-là d'aujourd'hui, c'est le préquel à ce film des années 70. Cependant, vous n'avez pas besoin de voir le film des années 70 pour comprendre celui-ci. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire du film original vont avoir une vision complètement différente du film. Moi qui ai découvert le film ce week-end, j'ai pas vu la trilogie entière, j'ai juste vu celui-ci, j'ai vu ce film-là complètement différemment. Je pense que si vous l'avez pas vu, vos attentes, surtout sur la fin, vont être assez différentes. Mais que vous l'ayez vu ou pas, vous ne serez pas perdu, croyez-moi. D'ailleurs, la pire chose du film d'aujourd'hui, c'est la fin. Alors pas la fin en soi, mais genre les dernières minutes qui sont dignes d'un Marvel. Oh là là, que ça m'a énervé. Oublions cette fin-là, concentrons-nous sur le film en soi. J'en parlerai en spoiler, mais elle m'a tellement énervé cette mini-fin. On aurait dû une scène post-générique, ça m'a saoulé. Bref, peu importe si vous avez vu l'original ou pas, vous pouvez voir ce film et je suis là pour la propagande de ce film parce que Disney a décidé de ne pas faire le marketing du film, donc moi je vais le faire parce que c'est le meilleur film d'horreur américain. Je précise américain parce qu'en Europe et en Asie, on est très fort en termes d'horreur et on n'a pas déçu ces dernières années, mais c'est le meilleur film d'horreur américain depuis Midsommar. Et pourquoi? Parce que c'est super bien mis en scène. Premièrement, c'est un film qui se passe en 1971 et du coup, ils ont gardé un peu l'esthétique de l'époque. Ça fait très film d'horreur années 70, années 80. Ils ont essayé de reproduire un peu le côté pellicule et le côté horreur très brute et très lente entre guillemets de l'époque. Alors pas en termes de rythme, mais il y a quasiment pas de jumpscare pour le coup. Ça joue pas du tout sur ça. Ça joue vraiment sur une horreur filmée lentement et montrée, comme étaient les films des années 70, où ils jouaient vraiment beaucoup plus sur l'ambiance et c'est le cas de ce film. Je dis pas qu'il y a zéro jumpscare, il y en a un petit peu, mais ils sont pas forcément très intéressants et c'est pas ce que j'appellerais des vrais jumpscares. C'est plus des moments où on te montre des choses atroces, mais lentement et sans des sursauts constamment. Alors il y en a un petit peu, hein, d'où le côté moderne que j'aime un peu moins, et les jumpscares m'ont pas fait sursauter. Par contre, les longs plans, et il y en a plusieurs des séquences comme ça, on te montre juste une atrocité, c'est hypnotique et c'est terrifiant. Ça fait longtemps que j'ai pas flippé devant un film au cinéma. Et je dis bien cinéma parce qu'au cinéma, je flippe jamais. Les films d'horreur au cinéma, ça me fait jamais peur. Chez moi, les films d'horreur me font flipper, ça je dis pas. Mais au cinéma, entouré de personnes, j'ai jamais peur. Là, j'avoue que certaines séquences, j'étais très mal à l'aise et je pense qu'on pourrait dire que j'avais peur. Le mélange visuel années 70, un peu modernisé, avec l'aspect un peu plus numérique, parce qu'ils sont pas filmés en pellicule, hein, mais l'aspect plus numérique, plus propre et plutôt bien réussi. Parce qu'ils ont gardé les couleurs un peu de l'époque, surtout du film original, et ils ont en même temps intégré un peu la fraîcheur et l'esthétique plus moderne. Et du coup, le mélange marche vraiment super bien, je trouve. C'est à la fois un hommage à l'esthétique de l'époque et un film d'horreur vraiment récent. Et ça marche du tonnerre pour le coup. Ça tombe dans quelques clichés des films d'horreur habituels, mais ça s'inspire de grands classiques, je trouve. Évidemment, il y a les inspirations les plus logiques. Ça s'inspire de beaucoup de films de couvent, mais les grosses inspirations, d'après moi, de ce film, sont évidemment Rosemary's Babies. Bon, ça c'est la base, j'ai envie de vous dire. Le film original, de base, mais ça c'est logique. Et d'ailleurs, je trouve que le film est un peu enfermé par le fait que c'est un préquel et ne peut pas vraiment explorer différentes choses parce que c'est un préquel, mais bon, ça c'est un autre débat, on en parlera après. Kairo, pour le coup, il y a une grosse séquence qui m'a beaucoup fait penser à Kairo, qui est un film vraiment flippant, et surtout Possession. Possession aussi, un film qui met très mal à l'aise. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, surtout une scène très précise. Ça s'inspire de grands films, ça te plonge parfaitement dans l'ambiance, ça joue aussi sur le contexte socio-culturel de l'époque, surtout à Rome, avec une certaine révolte, qui est vraiment bien utilisée, j'en parlerai en spoiler. Il y a beaucoup d'idées de mise en scène, il y a souvent l'image qui est coupée en deux, et c'est parfait, parce que ça symbolise tellement de choses par rapport à l'histoire, que ce soit par rapport au personnage, à l'esthétique, au contexte. C'est simple, mais tellement efficace. Il y a beaucoup
beaucoup de symboles sur la méduse, sur les araignées, j'en parlerai surtout en spoiler de tout ça, sur les peintures diaboliques. Mais ce qui est fort, c'est la lenteur de l'horreur. Il te plonge dans l'ambiance et ça prend son temps et ça laisse les acteurs jouer. Il y a des séquences qui durent plusieurs dizaines de secondes, où c'est un plan fixe, avec un acteur qui joue, généralement une femme, et c'est fantastique, flippant, et ça te plonge dedans parfaitement. Pour ceux qui connaissent pas du tout la saga, il y a quelques séquences qui vont peut-être un peu surprendre et qui vont paraître un peu plus risibles. Les séquences concernant la malédiction, pour le coup, parce que du coup, bah forcément, elle existe, malédiction, c'est le but de la saga de film. Ça fait paraître un peu plus risible à certains moments et un peu plus simple, mais en même temps, c'est un peu la franchise qui a inventé tout ça, entre guillemets, et du coup, les facilités scénaristiques sont pas vraiment des facilités au final. Il y a un exemple en tête qui me vient, j'en parlerai en spoiler aussi, mais c'est juste comme ça que le film fonctionne. J'adore quand le film ne montre pas l'horreur, mais la sous-entend, c'est badant et flippant. Il y a quelques flashs où il montre quand même l'horreur un petit peu, mais il t'aura jamais ce moment, surtout par rapport à des choses très précises, où on va te montrer la chose, et ça, j'ai adoré. Il y a une obsession des plans sur les yeux, sur les cheveux du personnage principal, ça c'est surtout le délire par rapport à la méduse, comme je vous l'ai dit. En termes de photos, il y a des passages qui vont vous hanter, je trouve. Ils sont magnifiquement bien mis en scène, et une photo qui est géniale, ça joue beaucoup sur l'éclairage à différents moments, et ça te sort vraiment du délire du couvent. J'avais peur quand on soit dans le couvent et tout, mais l'esthétique du couvent, c'est pas qu'elle n'est pas utilisée, mais c'est vraiment pas les passages les plus mémorables. Le couvent, c'est juste une excuse. C'est un décor qui n'est pas le centre du récit. Et ça, c'est bien parce qu'on s'est tapé tellement de films à ce sujet-là récemment que c'est cool qu'ils en jouent pas beaucoup non plus et qu'ils se concentrent sur d'autres choses qui sont d'après moi plus originales et plus réussies. Donc l'ambiance, j'ai adoré, j'étais hypnotisé pendant les 2 heures et j'avoue que j'ai un peu flippé, quoi. Il y a aussi un vrai travail sur les costumes. Les couleurs des vêtements des personnages changent de manière assez particulière et intelligente, je trouve, dans le film. Pas toujours de manière très subtile, mais c'est très intéressant la manière dont les costumes ont une importance sur la psychologie des personnages et à quel point c'est presque du foreshadowing. Quand certains personnages changent de vêtements, tu te dis ah, il y a un truc qui se passe là. Parce que des couleurs aussi précises comme ça et l'évolution des vêtements, c'est pas du hasard et ils l'ont vraiment bien fait. On est un peu dans l'ambiance du film original, ça reste un petit peu une enquête que je trouve vraiment bien foutue. Pas forcément la plus originale, encore une fois, le film est prisonnier du film de l'époque et doit vraiment suivre les lignes narratives du film de l'époque et du coup t'es pas forcément surpris du scénario en soi parce que tu sais ce qui se passe vu que le film de l'époque existe et tu l'as vu. Mais si tu l'as pas vu, c'est peut-être intéressant, mais ça joue un peu dans des clichés qui ont été tellement répétés depuis dans les films d'horreur que du coup le film en souffre un petit peu. C'est-à-dire que oui, tellement de films de l'horreur se sont inspirés du film de l'époque que malheureusement ce film-là est coincé dans le film de l'époque et du coup ça fait un peu répétitif, surtout pour les gens qui n'ont pas vu le film de l'époque. Mais si vous avez vu le film de l'époque, le scénario est limpide, logique, l'histoire se tient parfaitement, mais pour ceux qui l'ont pas vu, ça fera peut-être un peu cliché, un peu répétitif et un peu un gros déjà vu. Mais c'est vrai que ça m'a pas dérangé parce que l'ambiance était tellement bien gérée que j'étais clairement dedans. Mais c'est vrai que le film est tout de même un petit peu handicapé par le fait que c'est un préquel. Mais ce qui est fort, c'est que tu t'attaches à tous les personnages, vraiment tous. Le film a beaucoup de cœur, c'est-à-dire que le film va prendre beaucoup de temps à développer autre chose que l'horreur. Parce qu'encore une fois, les films d'horreur, c'est bien s'il y a quelque chose à perdre. Et le film va passer du temps sur des choses de la vie de tous les jours, que ce soit les enfants, que ce soit le fait d'être une enseignante, que ce soit le fait de vivre un peu une dernière journée avant de devenir une sœur. Le film prend le temps de mettre en valeur des choses qu'on peut perdre dans la vie. Et c'est là que l'horreur intervient. C'est quand justement l'horreur peut te prendre ces choses que tu aimes. L'alchimie entre les personnages est vraiment réussie, je trouve. J'en parlerai surtout en spoiler. Et vu que le film a du cœur, j'étais investi émotionnellement et à la fin, j'étais à fond avec les personnages. Et franchement, en termes d'acting, il y en a plein qui sont bons. Il y a Charles Dance qui fait une petite apparition au début, Ralph Fiennes qui est vraiment très bon, je trouve, acteur clairement sous-coté, Bill Nighy qui est toujours excellent, même si c'est un petit rôle, Maria Caballero qui est vraiment, je trouve, excellente. Pas un énorme rôle non plus, mais très charismatique. Par contre, celle qui vole le show, c'est l'actrice principale, Nell Tiger-Free, déjà le nom de zinzin, soyons d'accord. Nell Tiger-Free, que j'avais pas reconnu, mais joue dans La Servante. J'avais vu la première saison qui est très sympa. Nell Tiger-Free, c'est une performance de fou. Alors là, j'étais sur le cul. Elle vole le show. Elle joue tellement bien. Son personnage a tellement une bonne évolution et elle est incroyable. Pour moi, c'est l'une des plus grosses révélations en termes d'acting depuis un moment. Cette année, je pense que pour l'instant, aucune actrice ou même acteur, je dirais, en tout cas au cinéma, ne m'a autant surpris qu'elle. Dans une nouvelle sortie, je parle. Sans compter les films à Oscar, évidemment, qui sont sortis en retard chez nous, comme d'hab. Dans une nouvelle sortie, elle m'a surpris. Et en tant que Scream Queen, en tant qu'actrice d'horreur qui cartonne, elle met une misère à toutes celles que j'ai vues récemment. Et elle est excellente. C'est vraiment rare qu'un film d'horreur soit recommandé à ce point pour l'acting. Je l'ai trouvé incroyable. Elle est formidable. Elle joue tellement d'émotions différentes. Elle a une douceur, mais à la fois un côté un peu plus sombre. Elle est drôle, elle a du cœur. Elle est géniale. Quel choix de casting incroyable. Évidemment, ça aura des thématiques en rapport avec la maternité, logique, classique pour ce genre de film. La famille, évidemment aussi. Et aussi d'autres thématiques qui sont en lien avec des éléments spoileresques du film, donc je vais pas vous les dire maintenant. Mais je trouve que justement, les thématiques sont pas forcément les plus originales, mais elles ont tellement de cœur. Et même si elles sont pas réinventées ici pour le genre, c'est tellement efficace que t'es pris dedans, mais avec
tellement de justesse. Au début, j'avais peur, je me suis dit, bon, un film d'horreur sur des sœurs, ça va me saouler. Ça dure 2 heures en plus, j'ai pas vu le temps passer. J'étais hypnotisé, c'était génial. Et je vais me rappeler de plein de scènes, c'était une expérience qu'il faut vivre au cinéma, c'était génial. Pour conclure, c'est l'un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu depuis très longtemps, surtout côté américain. Il y a beaucoup de scènes mémorables, prenantes, super bien mises en scène, plein d'idées, acting au top, ambiance géniale, glauque, malsaine, avec des séquences vraiment folles. Oui, ça souffre un peu du fait d'être un préquel, encore une fois. Oui, il y a quelques trucs de films d'horreur un peu modernes qui marchent un peu moins bien, mais lorsqu'ils s'inspirent beaucoup de l'époque, des années 70, lorsque ça s'installe et ça pose l'ambiance, ils ont créé un truc assez mémorable et fort, et ils assument complètement leur délire, et je vais m'en rappeler, clairement. Donc si vous aimez l'horreur, vous allez kiffer, et je ne peux que vous le conseiller de le voir en salle. Maintenant, on va passer en spoiler. Plein de choses que j'aime. Premièrement, le personnage de Luz, si je dis pas de bêtises, c'est son nom, avec l'actrice que j'ai beaucoup aimée aussi. Elle devient clairement amie avec Margareta juste pour la surveiller. Elle est évidemment au courant de ce qui se passe, elle fait partie de cette secte, elle est là pour la surveiller, pour voir si elle a ses pouvoirs, ses capacités, et elle participe évidemment à son viol. Et du coup ensuite à la naissance, et c'est elle qui essaie de la tuer en tout cas à la fin. J'ai beaucoup aimé leur alchimie, et justement, il y a tellement de cœur entre ces deux personnes-là, que tu comprends qu'elle est là pour être surveillée, mais tu t'en doutes pas, franchement au début je m'en doutais pas du tout. Et justement, elles ont tellement une bonne sororité que tu crois à fond que c'est une alliée, alors qu'au final, pas du tout. Et c'est là que tu comprends que tout le monde surveille cet enfant, parce que tout le monde est au courant de qui elle est et de ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que c'est encore plus flippant, parce que revoir le film en sachant que c'est elle, l'une des enfants du diable, c'est encore plus prenant, parce que du coup, tu vas te méfier de tous les personnages. Et honnêtement, je pensais vraiment que ce sera l'histoire d'une femme qui va défendre une enfant, mais non, en fait, c'est elle le personnage principal. Et c'est elle qui a subi ces horribles viols d'une créature qu'on ne voit pas, et tant mieux, une créature en forme de chien, à peu près, un design logique pour la saga pour le coup, mais j'ai bien aimé qu'on l'ait pas montré réellement, mais qu'on voit par contre le poids de ce viol, et c'est intelligent d'avoir caché ce monstre qui se fait brûler à la fin. Monstre qui se fait brûler parce qu'il n'a plus d'importance. Il a mis au monde l'antéchrist, la secte n'en a plus besoin, et la créature se fait tuer. Et justement, le fait de ne pas voir cette créature qui te viole, c'est encore plus prenant, justement parce que le fait de la voir aurait sûrement créé un traumatisme tellement profond que toute femme se serait suicidée ou tuée par la suite. Et justement, les femmes qui se suicident, c'est lié à la malédiction et lié à ces nombreux spécimens qui n'ont pas survécu. Et forcément, la femme y passe aussi. C'était pas une première tentative. C'est quelque chose qu'ils ont fait constamment et ils ont essayé de donner naissance à l'antéchrist plusieurs fois. Et d'ailleurs, justement, Margaret qui voit cette première femme qui accouche, elle a sûrement vu un démon. Et la main de ce plan vaginal, c'est pas une phrase que je pensais dire aujourd'hui, qui sort, est probablement vrai. C'est probablement une nouvelle expérience ratée. Ou alors, c'est elle qui voit justement son traumatisme et la main qui l'a touchée du démon. Peu importe, dans les deux cas, ça marche. Et c'est ça qui est fort et prenant. Et le film n'a pas peur de le montrer. Mais oui, forcément, quand tu sors d'Immaculée, ça fait bizarre parce qu'Immaculée, c'est littéralement le même concept au final. Mais là, lorsque tu comprends que c'est plusieurs femmes qui ont essayé de donner naissance, qui ont toutes été tuées, ou elles se sont suicidées, ou la malédiction les a prises, parce que la malédiction, c'est ce qui se passe. La malédiction tue tous les gens qui entourent l'antéchrist. Et vu que l'antéchrist était dans le corps de cette femme, forcément, Paolo y est passé. D'ailleurs, il y a ce magnifique plan de l'actrice principale à l'envers avec un énorme sourire qui recule. Oh, c'est glaçant comme plan. Oui, ça peut faire un peu ringard le coup du camion pour ceux qui ont tout simplement pas connu le film de base. C'est un classique, le camion hors champ et tout, mais quand tu comprends qu'il y a une malédiction et que cette malédiction elle tue plein de gens, c'est pas si surprenant que ça. Et l'idée de la révolte était très bonne aussi parce que du coup ça a permis d'avoir une scène où cette femme se sent oppressée, mais c'est juste le diable qui l'oppresse. Il y a personne autour d'elle, il y a personne qui la touche, mais c'est l'antéchrist qui est en train de sortir et qui veut sortir le 6 juin à 6h du matin, le 666 quoi. Comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup aimé les plans avec l'image coupée en deux parce que ça montre plusieurs choses. Une séparation entre souvent la pureté et le diable. Et à chaque fois que l'image est coupée en deux, on voit d'un côté le diable et d'un côté l'ange. Ou alors une figure un peu plus innocente. Ça se fait sur plusieurs peintures, des peintures justement où il y a un mélange des deux. Il y a des enfants ou qui ont plusieurs corps, ou alors des peintures d'une créature qui entoure un enfant et tout. C'est assez gore à regarder, soyons honnêtes. C'est assez violent, mais c'est dans la thématique justement, avec cette toile d'araignée qui revient souvent. Pour moi, les araignées, c'est l'antéchrist qui prend possession de la femme au fur et à mesure, et les araignées, c'est littéralement une toile qui se fait autour d'elle. De même pour ses cheveux qui font très méduse, et t'as plusieurs fois des images de la méduse, il y a une poignée en méduse à certains moments, et ses cheveux font très méduse, d'un côté comme une toile qui se tisse, mais de l'autre côté comme la méduse, maintenant devenue un symbole pour les viols. Et elle est fait justement méduse. Moi, les trois séquences que j'ai beaucoup aimées, c'est celle justement quand je vous l'ai dit, quand elle est inversée et possédée, et t'as son corps qui part en arrière avec des lumières très blanches, avec les lumières de la boîte de nuit. La fameuse scène de ce fameux fantôme défiguré, brûlé, qui rigole et qui arrive tout doucement vers la caméra, qui était vraiment flippant et qui m'était vraiment mal à l'aise. J'étais pas bien, ça dure une bonne trentaine de secondes. C'était pas agréable comme scène, mais j'ai beaucoup aimé. Et la scène de fin, non pas où elle accouche, mais juste avant où elle perd ses os, où elle gueule pendant 2 minutes. Et quand je vous ai expliqué ces références-là, vous voyez déjà Cairo et Possession, mais c'était une scène formidable. Son cri est prenant
qui est l'actrice. Et la scène d'accouchement est évidemment superbe, non pas pour le côté gore de l'accouchement, mais surtout que t'as un énorme plan qui montre la secte plus qu'autre chose, et les bruits de l'actrice principale en fond. Et j'ai beaucoup aimé justement le regard de tous ces gens qui voient la naissance de l'Antéchrist. C'était assez glaçant. Et puis évidemment, moi ce qui m'a saoulé, c'est la fin. La fin fait très Marvel. La fin, on dirait genre le début du film d'après. T'avais pas besoin de ça. Si tu veux la suite, tu vas voir le film. C'est tout. Ça fait très MCU, ça m'a clairement saoulé. Mais globalement, ils se sont quand même laissé une porte de sortie pour faire des suites avec des jumeaux. Je trouve que c'est une bonne idée pour le coup. Parce que oui, s'ils veulent relancer la saga, il faut s'écarter de l'œuvre originale. Parce que l'œuvre originale handicape le film. Et là, il y a un nouveau démon, cette fois-ci une femme. Et justement, l'attachement qu'elle a, la sororité qu'elle développe avec sa sœur, pour le coup, sa vraie sœur, est hyper intéressant. Et justement, ça sera ces sœurs-là qui vont devoir survivre si le film a du succès. Mais ce film doit avoir du succès, s'il vous plaît. Il a coûté 30 millions, il doit avoir du succès. S'il vous plaît, on veut une suite et j'ai envie de redécouvrir ces personnages et cette actrice qui était formidable. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.